Donc, rebonsoir Olivier Adam. Oui, bonsoir. Merci de vous prêter au jeu de cette rencontre virtuelle. Donc, c'est une manière pour nous, pour la librairie Dialogue, de poursuivre ces rendez-vous essentiels qu'on menait jusqu'alors au café, des traits d'union qui nous paraissent importants entre les écrivains, les lecteurs et les libraires. Donc, Olivier Adam, on vous a découvert grâce à votre premier roman, Je vais bien, ne t'en fais pas, adapté au cinéma par Philippe Lioré, récompensé au César. Depuis, vous êtes l'auteur d'une large œuvre, on peut citer À l'Ouest, Falaise, Des vents contraires ou Le cœur régulier. Et récemment, chez Flammarion, vous avez publié une partie de badminton. De manière parallèle, vous vous adressez aux adolescents et aux jeunes adultes à travers des romans sensibles et puissants, La tête sous l'eau, qui vient de paraître en poche, et le livre dont nous allons parler aujourd'hui, Les Roches Rouges, publié dans la collection R chez Robert Laffont. Donc, dans Les Roches Rouges, nous rencontrons Antoine et Leïla. L'un est un mec en chute libre, comme il se décrit lui-même, de 18 ans. L'autre est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle est déjà maman d'un petit garçon qui s'appelle Gabi. Elle est en couple avec un homme violent, plus âgé qu'elle, qui s'appelle Alex. Antoine et Leïla se rencontrent au Pôle emploi et, contre toute attente, unissent leur solitude. Donc, une question un peu banale pour débuter, mais pourriez-vous nous expliquer finalement quel a été le point de départ de ce livre? Comment ces personnages ont surgi dans votre vie? Oh, le point de départ, c'était plus un motif général et un lieu, comme souvent. Je savais où je voulais les emmener. Je savais que je voulais travailler, comme souvent, sur une fuite. Et là, en l'occurrence, une espèce de cavale. Et qu'ils mettent ensemble le Cap au Sud, dans l'Estérel, un endroit sur la côte d'Azur, entre Saint-Raphaël et Cannes, qui est encore assez sauvage et qui a la particularité d'avoir une structure de roche très rouge, orange, avec des calanques et un arrière-pays de massifs montagneux totalement sauvages. Et, euh, et bon, comment ils ont surgi, eux, précisément, bon, j'avais en tête un espèce de road trip d'amoureux clandestins, en fait. Mais dans un espèce de romantisme un peu noir. Et donc, je suis parti sur mon personnage habituel, que je nomme Antoine en général, qu'on retrouve. Enfin, c'est pas le même, mais disons que c'est le même genre de personnage qu'il y a dans pas mal de mes livres, dans Peine perdue, dans Poids léger, dans beaucoup de mes livres jeunesse, et qui est ouais, toujours un type qui est un peu, qui manque de carapace, qui manque d'écorce, qui a un peu le cœur aux doigts, qui est hypersensible, un peu fracassé. Et puis voilà, quoi, je l'ai imaginé un peu en rupture de banc. Il a 18 ans, il va plus au lycée, enfin, il a quitté le lycée professionnel, il zone un peu chez ses parents, il boit trop, il fume trop, il est vraiment, et on sent qu'il porte quelque chose, quoi. Une culpabilité qui a brisé sa route, quoi. Et sur son chemin, il rencontre une fille trop bien pour lui, trop belle pour lui, trop âgée pour lui, trop mûre pour lui, mais qui a ses propres failles et ses propres zones d'ombre, qui est Leïla, qui, a, qui est coincée dans une vie qu'elle n'a pas vraiment choisie, ou en tout cas elle a fait des mauvais choix, ou en tout cas elle n'était pas en âge de les faire. Elle a très très tôt rencontré un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Elle avait 14 ans. Elle a eu un enfant très tôt aussi avec lui, et puis maintenant il la tient sous sa coupe. C'est un type violent, possessif, jaloux, vraiment un sale type, quoi. Et contre toute attente, il lui apporte un peu de légèreté, quoi. Ils se rencontrent au Pôle emploi et ils vont créer ce couple un peu mal assorti comme ça, et qui vont peut-être être une chance l'un pour l'autre. Elle, parce qu'il va l'aider à se sortir de sa situation, une chance de se racheter de quelque chose, d'expier une faute qu'il a commise et qu'il porte et qui le ronge. Et lui, eh ben justement, il va l'aider, elle, à prendre le large, quoi, à échapper non seulement à une forme d'assignation, mais aussi
à la violence d'un homme et à la situation totalement bloquée de sa vie personnelle. Antoine, il a ces mots à un moment. Il dit, à mon avis, les films devraient surtout ressembler à la vie, pas le contraire. Pensez-vous la même chose de la littérature dans le rapport que vous entretenez avec elle et la réalité? C'est un mélange, quoi. Mais c'est vrai qu'évidemment, il faut que les histoires qu'on raconte soient plus grandes que la vie, plus intenses, sans quoi le lecteur, enfin, sans quoi on ne va pas lire, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus ample, de plus condensé, de plus violent, de plus fort, comme un alcool fort, disons. Euh, et en même temps, j'ai toujours voulu, depuis que j'écris, euh, que mes livres parlent de la vie comme elle l'est, comment on vit aujourd'hui dans notre pays. Et alors ça passe notamment par un ancrage social euh, qui est le plus souvent celui de la France majoritaire. Euh, je ne vais pas chercher dans les hautes sphères de la société. Donc là, c'est les petits immeubles de banlieue, les petits lotissements pavillonnaires, des gens qui gagnent leur vie à peine correctement, mais qui se font des soucis pour payer leur fin de mois, pour l'éducation de leur enfant. Euh, et, euh, et ça me semble important en tout cas, de travailler un terrain. Ouais, parce que je veux toujours que mes livres aient un peu deux versants, quoi. Un versant psychologique, disons, où on est sur les états d'âme des personnages, ce qui les meut, leurs failles, ce à quoi ils essaient d'échapper. Et puis qu'ils disent aussi, et donc qu'ils disent quelque chose de nous, de nos sentiments, de comment on fait avec la vie, quoi. Comment on fait avec l'amour, le travail, la société, l'amitié, la filiation, avec les fautes qu'on a commises, les mauvais choix qu'on a faits, comment on fait, quoi, tous autant qu'on est. Et en même temps, que ça dise aussi quelque chose de la société, voilà, de, de- de comment on se meut dans la société comment elle agit sur nous. Voilà. Alors justement, vous évoquiez tout à l'heure le fait que ce roman évoquait la fuite, comme beaucoup de vos romans, évoquait la cavale et évoquait donc le mouvement. Et ce mouvement, il va notamment dans une direction particulière. Donc il part d'un centre. Le centre, ce serait Paris, ce serait sa périphérie, ce serait sa banlieue. Et le mouvement va vers la mer. Alors parfois c'est la mer bretonne, ici c'est la mer du Sud. Et avant d'évoquer cette question de la mer, j'aimerais revenir sur la périphérie. Vous en faites un portrait assez sombre des centres commerciaux aussi géants qu'anonymes, l'absence de travail qui mène à l'errance, les centres-villes déserts. Donc écrire sur ces lieux, sur les lieux d'une manière générale, est-ce une manière de les faire exister malgré tout et surtout d'orienter le regard du lecteur, notre regard, vers eux pour nous pousser à réfléchir? En tout cas, je travaille les lieux qui m'ont fondé et qui sont tous, d'une manière ou d'une autre, je l'ai théorisé dans un livre qui s'appelle Les Lisières, qui sont tous des lieux justement de bordure. J'ai grandi en banlieue parisienne et où justement on ne sait pas le centre. Le centre, c'est Paris. Dès qu'on est à 20 km de Paris, qu'on doit prendre le RER et qu'on est en zone 4 ou en zone 5, on est à la périphérie de quelque chose. On n'y va jamais de toute façon à Paris. Et donc on est défini par le fait d'être en périphérie, d'être en lisière, d'être en bordure d'un centre qui nous échappe, dont on se sent en partie exclu, disons. Ce qui explique d'ailleurs chez certaines personnes, pas toutes, hein, mais le sentiment de la relégation d'une certaine manière, ou de ne pas être pris en compte par un pouvoir, une économie, un système, entre guillemets, qui serait piloté par le centre, disons. Euh, et les autres territoires que je travaille et vers quoi mes personnages tendent, qui leur offrent une échappée, ce sont d'autres bordures. Ce sont les bords extrêmes du pays, voire même les bords extrêmes des continents. C'est pour ça que j'ai énormément travaillé sur les bords de mer, les littoraux, donc principalement la Bretagne en général, sur 3 livres sur 4,
de temps en temps la Méditerranée, mais aussi ça va même plus loin en termes de bordure, puisque quand je m'échappe de la France, c'est pour aller au Portugal, qui est le point le plus à l'ouest du continent européen, ou pour aller au Japon, qui est vraiment par définition l'extrême-orient, et qui en plus est un archipel, donc un pays où de toute façon on est toujours très près des bordures et très près des littoraux. Et c'est vraiment ma géographie mentale et littéraire qui me porte sans même que je m'en rende compte à privilégier toujours ces lieux de bordure. Et en ce qui concerne les périphéries des grandes villes, on voit bien que un grand mouvement de nos sociétés, c'est qu'il y a énormément de gens, et de plus en plus, qui vivent dans ces lieux qu'on dit périphériques, et en même temps, à force qu'il y ait tant de gens qui y vivent, d'une certaine manière, le cœur même de la société française, son cœur presque majoritaire, y vit précisément. Il vit de bon gré ou de mal gré, parfois c'est un choix, parce qu'on veut une maison, un jardin, tout en n'étant pas trop loin de la ville où on travaille. Et parfois, c'est une obligation, parce que les loyers sont trop chers en centre-ville, parce qu'il n'y a pas de travail à la campagne, ou dans des endroits plus agréables, etc. Et ce sont des lieux qui sont donc extrêmement, comment dire, enfin, oui, oui, qui sont très hétérogènes. C'est des réalités très très différentes, et en même temps, ils sont tout le temps réunis sous une appellation qui est la banlieue, les périphéries, alors qu'il n'y a rien de commun entre les terres brunes de la Seine-et-Marne, les banlieues lointaines, pavillonnaires du sud de l'Essonne, ou la petite couronne de Paris ou des grandes villes, avec les cités, etc., etc., les cités HLM et les phénomènes de ghettoisation, etc. Donc ce sont des réalités, il y a même des banlieues extrêmement huppées, je pense par exemple à l'ouest parisien, genre Versailles, c'est aussi la banlieue, le Vésinet, Chatou, c'est aussi la banlieue, alors que ce sont des endroits très bourgeois, très huppés. Donc ce sont des réalités très différentes, mais elles ont un certain nombre de points communs, qui est que pour, par exemple, avoir une activité culturelle, des propositions artistiques et tout ça, il faut gagner le centre. Que pour travailler, il faut gagner le centre. Donc ce sont des lieux où on, se vive la vie de famille, mais pas la vie sociale, réellement. Enfin, il y a aussi une vie amicale et tout ça, et, et en fait, ces différents niveaux d'appréciation de cette vie périphérique, je la mets en scène dans Les Roches Rouges, parce qu'en fait, le portrait est assez sombre de cet endroit, de banlieue pavillonnaire banal, mais il est assez sombre parce qu'il est vu dans les yeux de quelqu'un qui a 18 ans, pour qui il n'y a rien à faire, quoi. Parce que c'est souvent la réalité, c'est qu'il n'y a rien à faire. Et en même temps, Antoine voit bien que ce sont des lieux aussi, qui peuvent des lieux par ailleurs très agréables pour plein de gens. Parce que lui-même se dit, mais en fait, il se rend compte, enfin, il le dit, il dit à un moment donné, qu'il regrette le temps où il trouvait génial d'habiter là. Parce qu'il prenait son vélo, il allait voir les copains, on faisait une partie de foot. En même temps, tout est simple, quoi. Et il ne s'est même jamais posé la question. De toute façon, quand on est gamin, en général, l'endroit où on grandit, si on a une famille sympa, on le trouve bien. C'est qu'en comparant après, qu'éventuellement on se dit, ah bah, il n'y avait pas grand-chose, mais de toute façon, voilà, ça suffit largement. Et puis il voit aussi que les gens autour de lui, les familles, dans les pavillons, ils sont bien, quoi. Et voilà, ils font un petit barbecue, le petit apéro dans le jardin et tout ça. Et donc, voilà. Et ça, c'est sa réalité à lui. La réalité de Leïla est une réalité plus dure, parce que c'est une réalité sociale difficile, elle est au chômage, elle vit plutôt dans une petite cité HLM tranquille, mais enfin qui est quand même pas globe, et pour elle, la vie est plus grise, quoi. Antoine la voit grise, parce qu'il est dans un mauvais chemin de sa vie, dans un mauvais moment de sa vie, parce qu'il est à l'âge aussi où. Mais bon, c'est comme banlieue ou petite ville de province, c'est même la même chose. Je veux dire, à 18 ans, on trouve qu'il n'y a rien, qu'on s'emmerde, et on brûle de se casser et d'aller voir des endroits où il y a encore du monde dans la rue à minuit,
où tout est tour ouvert, où il y a plein de cinémas, des endroits pour aller danser, pour faire la fête, etc. Donc c'est plus un truc d'âge, quoi. Voilà. Alors oui, en effet, l'âge d'Antoine, même celui de Leïla, au fond, qui n'est pas beaucoup plus âgé qu'Antoine, c'est un âge qui questionne, c'est un âge de transition, celui qui nous fait un peu sortir de l'enfance pour plonger dans l'âge adulte. Et parfois, cela se fait de manière délicate, de manière violente. Tous deux, à leur manière, se cherchent, s'interrogent, ils errent. Dans quelle mesure écrire sur cette période de la vie est-il important et intéressant pour vous? C'est d'emblée extrêmement romanesque parce que dès qu'on d'ailleurs c'est pour ça que je le fais. Hein. Pour revenir sur le début de la conversation, un livre comme Les Broches Rouges, il paraît dans une collection R, qui est une collection dite jeune adulte, mais il ne s'adresse pas à un public en particulier. Euh, Quand on me demande c'est quoi un roman jeune adulte tel que moi je le pratique, c'est un roman avec des jeunes adultes dedans. C'est tout. D'ailleurs, La tête sous l'eau, quand il est paru en poche chez Pocket, il n'y a aucune mention du fait que initialement c'est dans une collection dite jeune adulte. Et d'ailleurs, quand le livre est sorti, les lecteurs qui sont venus voir à l'époque bénie, on pouvait se voir en vrai, étaient pas spécifiquement des jeunes adultes entre guillemets. Il y avait des vieux adultes, des très jeunes adultes, des très vieux adultes. Enfin, il y avait le lectorat habituel. Euh, et donc voilà, c'est juste des romans dans lesquels les personnages ont plutôt entre 15 et 25 ans. Et il se trouve que ces collections envoient un signal par leur couverture ou leur intitulé qui va clignoter aux yeux du lectorat qui a cet âge-là, parce que à cet âge-là, à tous les âges, mais encore plus à cet âge-là, on a besoin de romans miroirs, de romans qui nous parlent de gens comme nous, de gens qui ont notre âge dans la France d'aujourd'hui, dans l'époque qu'on traverse. Donc le principe de ces livres, c'est que ce sont des livres qui mettent en scène des jeunes adultes, et c'est eux, des jeunes adultes aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui, et c'est eux, et on est à hauteur de ces jeunes adultes. C'est pas moi qui raconte ma jeunesse. Si je raconte ma jeunesse, c'est un autre, c'est une autre démarche. Là, vraiment, je fais entendre la voix de jeunes d'aujourd'hui et elle peut intéresser n'importe quel lecteur, à part des lecteurs, et ça existe, qui sont allergiques à ça, parce que, et qui ne prendront jamais un bouquin dans lequel c'est des jeunes, quoi, parce que ça les emmerde, ils n'ont pas envie de ça. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment ces frontières-là sur la question des romans qui mettent en scène des jeunes gens n'existent plus vraiment. Parce que paraissent très souvent dans les collections généralistes, chez Gallimard, chez Lattès, chez POL, ou chez qui vous voulez, des romans mettant en scène des jeunes gens qui auraient pu, sans qu'on en change une ligne, sortir dans ce type de collection. Je pense à Delphine de Vigan, Noé et moi, à Petit Pays de Gaël Faye, à La vraie vie de Les yeux de nez. Moi, j'ai été éditeur dans des collections de ce genre-là, entre guillemets, jeune adulte. La vraie vie, je l'aurais publié sans en changer un mot. Enfin, il n'y a aucune différence de lexique, de complexité, de sophistication. Et dans l'autre sens, il y a énormément de romans dits jeunes adultes qui paraissent ensuite en poche en adulte, quoi. Clémentine Beauvais, Arnaud Catherine, etc., etc. Donc, c'est juste pour faire un point là-dessus, sur le fait que ce sont plus des collections qui indiquent qu'on va être dans le roman d'apprentissage, justement. Et c'est la vraie réponse à la question, c'est que c'est forcément passionnant, puisque c'est un âge où toutes les décisions qu'on prend sont d'expérience, de l'expérimentation, se font sans expérience, se font sans la maturité nécessaire parfois. Donc on est toujours sur le fil, un fil d'une manière ou d'une autre du danger ou de la nouveauté. Et je trouve ça absolument passionnant de travailler sur des personnages qui se construisent sans en avoir les moyens, mais comme on le fait tous, un peu comme ça, à vue de nez. J'aime beaucoup aussi l'idée qu'à cet âge-là, tout est hyper sensible, hyper exagéré, qu'on ressent des choses très très fortes, que tout semble avoir des enjeux démesurés, alors qu'en fait non, qu'en fait
Mais ça, on ne le sait pas à cet âge-là. Et aussi qu'on se fait mal, qu'on est capable de se mettre en danger, de faire des choix très mauvais pour soi-même, euh, voilà, d'expérimenter. Et il y a une autre chose aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion de vitesse. C'est-à-dire que il y a une manière d'être dans le présent, d'être dans l'action, de ne pas être tellement dans la méditation, la réflexion, et de faire des choix souvent à l'instinct, quoi, de manière un peu sauvage comme ça. Et ce qui donne un matériau de travail différent des romans que je peux écrire par ailleurs, parce que là, on va être d'emblée dans une hypersensibilité, dans une urgence plus grande, et ce qui me demande, moi, de travailler un rythme de phrase, un rythme d'action et de narration un peu différent. Donc, ça me déporte un peu ça me fait travailler sur d'autres domaines. Enfin, donc c'est un terrain de jeu et de création passionnant. Alors, j'aimerais revenir rapidement sur, en effet, la frontière qu'il est possible de placer entre la littérature dite générale et la littérature pour les jeunes adultes, qu'on ne ressent absolument pas à la lecture de votre livre. On pressent toutefois des traits de caractère chez les personnages qui sont intéressants. À un moment, Antoine a cette réaction face à un propos que lui tient Yann, c'est un garçon avec qui il va travailler dans un hôtel quand il sera dans le sud de la France. Yann parle des filles de manière très crue, très vulgaire et très déplacée. Et Antoine se dit, j'hallucine toujours que des types puissent parler des filles en ces termes. Quand je les entends, j'ai l'impression qu'on n'est pas de la même espèce, que ces types vivent dans un autre monde que je ne connais pas, un monde peuplé de porcs. Et à un autre moment, c'est la question du consentement que vous mettez en avant dans la relation entre Antoine et Leïla. Pourquoi Antoine pense cela et en quoi est-ce important qu'il le dise, enfin qu'il nous le dise? Euh, Évidemment, quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, je l'ai écrit dans un contexte qui est celui de MeToo, qui était quand même extrêmement, enfin, qui est toujours extrêmement prégnant et déterminant et important. Et, et si vous voulez, et en plus, il se trouve que, comme à tous les âges, mais dans cette génération-là, des jeunes gens là, c'est pour certains quelque chose, c'est une préoccupation et un engagement extrêmement fort. Il y a l'écologie, bien sûr, et il y a l'antiracisme, Black Lives Matter, etc. Et il y a vraiment ça, qui est une question extrêmement prégnante, la fin de la domination masculine, l'égalité, la fin du patriarcat, etc. Et qui est quelque chose d'avif, quoi, et notamment chez les jeunes femmes, mais aussi chez certains jeunes hommes. Et en même temps, dans cette génération-là aussi, c'est celle aussi, parce que la jeunesse est comme ça, hein, depuis toujours, c'est aussi qui fait montre aussi du plus parfois de crudité, d'irrespect, et qui finalement reproduit sans vergogne les attitudes les pires des générations d'avant. Et donc je voulais travailler sur ce contraste-là, mais c'est toujours pareil, quand j'essaie de travailler une question, d'abord j'essaie de la travailler en action et pas de faire des discours dessus, de travailler en mettant en scène des personnages. Et puis l'autre chose, c'est que j'essaie de rectifier quelque chose. Les romans sont là pour ça, pour rectifier, euh, parce qu'on parle mal, enfin, c'est la phrase de Jochon, il faut voir comment on nous parle, mais il faut voir aussi comme on parle des choses, comme les médias parlent, euh, comme le cliché parle de certains sujets. Et il me semblait important de rétablir quelque chose, c'est-à-dire que oui, effectivement, Leïla, elle a grandi dans le monde des porcs, pour reprendre l'expression balance ton porc, c'est une réalité absolue. Et en même temps, à travers Antoine et d'autres hommes, hein, mais à travers Antoine, il y a une autre manière de penser le masculin et de penser le rapport aux femmes, qui est possible de la part des hommes, et y compris de la part d'un mec qui a 18 ans,
qui est complètement largué dans sa vie, qui est complètement à cran, mais pour qui cette, pour qui ces manières de port sont aussi détestables et choquantes et loin de sa réalité, et loin de sa sensibilité, et loin de sa manière d'être, euh, que, que pour les femmes qui les subissent, quoi. Et donc, il y a une manière aussi, à travers ce type de personnage, de tenter de donner à voir et à lire un autre modèle du masculin, dépouillé de ses oripeaux, du machisme, de la virilité, de la domination, de la force physique, voilà. Et aussi, il y a des mecs comme ça. Ça existe aussi. Vous parliez du fait que Les Roches Rouges était un roman d'apprentissage, finalement un roman d'apprentissage aux couleurs de 2020. Et on y rencontre donc cet Antoine et cette Leïla et on découvre au fil des pages la naissance de leurs sentiments l'un envers l'autre, du sentiment amoureux. On suit ce processus-là. Elle me bouleverse, dit Antoine en regardant Leïla. Parler de l'amour à cet âge-là, l'amour dans la mesure où il offre la richesse de trouver un compagnon de voyage, cela permet-il de grandir selon vous? En tout cas, ça leur permet de se sauver et de tenter euh, ça leur offre une lumière. Tous les deux vivent vraiment dans quelque chose qui les enténèbre. Leïla, son quotidien avec ce type violent qui a abusé d'elle quand elle était jeune, qui la maintient sous sa coupe, qui la maltraite. Et ce qui la sauve, c'est l'amour qu'elle porte à son enfant. Et c'est l'horizon d'une tendresse, en tout cas, d'un réconfort et d'une lumière que lui offre Antoine parce qu'il la fait rire, parce qu'il est doux, et puis parce que quand son mari va découvrir la liaison et devenir violent, il va l'emmener avec elle. Il va vraiment la mettre à l'abri, en tout cas pour un temps. Et ils vont vivre une espèce de parenthèse enchantée, même s'ils se savent en danger, même s'ils savent que le mari va forcément leur mettre la main dessus et que c'est pas un rigolo, même si matériellement c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas de boulot l'un l'autre, même si c'est une drôle de vie de cavale. Et pour Antoine, c'est d'abord se rendre compte qu'il peut encore avoir quelque chose d'aimable aux yeux du monde et aux yeux des autres. Ce en quoi il doute, parce qu'il pense, par rapport à une culpabilité qu'il ronge, qu'il n'est plus digne d'estime. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas, qui pense qu'il ne mérite même pas de vivre. Et au fond, que Leïla le regarde comme ça, lui prête une attention, l'embrasse, attend quelque chose de lui, attend qu'il la sauve, c'est quelque chose qui déjà lui redonne une place dans le monde, quoi. Et puis, ce qui est sûr, c'est que c'est trop grand pour lui ce qu'elle lui demande. Il n'a pas les épaules normalement pour ça. Il a 18 ans et mettre à l'abri une femme mariée avec un enfant de son mari violent en l'emmenant dans une maison déserte dans le sud de la France quand on n'a pas un rond, qu'on est jeune, que soi-même on se sait pas fiable, c'est une responsabilité qui va vraiment le faire grandir. Et d'ailleurs, ils vont se rendre compte d'une certaine manière que l'amour, c'est une autre paire de manches, quoi. Parce que une fois qu'ils sont là-bas, c'est pas si évident. Ils se connaissent pas tant que ça. Ils sont partis sur un coup de tête. Il y a un enfant entre eux. Et puis, il y a cette surprise qui attend Antoine dans la maison qui appartient à sa famille, dans laquelle il emmène Leïla se cacher. C'est que la personne qui symbolise tout le poids de culpabilité qu'il porte sur ses épaules y est. Il va tomber nez à nez avec sa sœur, qui ne veut plus le voir depuis plusieurs années, qui ne veut plus entendre parler de lui, et ils vont devoir cohabiter. Et au fond, ce qui va les faire tous grandir, c'est de tisser les liens de l'amour d'un couple et aussi de retisser les liens d'un amour fraternel,
ce qui est le cas aussi pour Leïla qui cherche sa sœur de son côté. Euh, et, et voilà, le lien, ça porte bien son nom, hein, c'est ce qui nous tisse ensemble, c'est ce qui nous tient debout. Et ils vont faire l'apprentissage de ça. C'est deux personnes qui, à l'origine, sont très seules dans leur tête et sans horizon. Et à partir du moment où ils vont retisser des liens l'un envers l'autre et autour d'eux, voilà, quelque chose va au moins leur permettre de tenir debout. Et cette question du lien, de la relation entre les frères et les sœurs, vous l'explorez dans plusieurs de vos romans, dans La tête sous l'eau notamment, entre Antoine et Léa, et dans Les Roches Rouges, bien sûr, entre Antoine et Lise, donc brisés tous deux par un drame qu'on ne dévoilera pas, et Leïla et Jen. Qu'est-ce qu'elle a de fort et de singulier, cette relation entre frères et frères, frères et sœurs, pour en faire un motif littéraire voilà, qui est inspirant? Il y a, il y a cette. D'abord, ce qui m'intéresse toujours, c'est le commun, d'une certaine manière. Et c'est vrai que je travaille toujours cette cellule familiale initiale qui est la plus répandue. Un père, une mère et deux enfants. Un frère, une sœur, deux frères, deux sœurs. Parce que c'est encore une fois, puisque les romans prétendent aussi dire quelque chose de nos vies, je me dis toujours que c'est en prenant le modèle le plus général, même si les autres modèles, évidemment, ont plein de choses à nous raconter, et qu'on va raconter le plus, le plus justement la vie moyenne, quoi, disons, enfin moyenne, pas au sens péjoratif, mais moyenne au sens majoritaire, quoi. Et moi, je n'ai pas vraiment d'avis sur la famille en général. Je sais tous qu'on grandit dans une famille et que souvent on en fonde une après et que ça prend une importance, ça a une importance absolument démesurée dans nos vies, enfin pas démesurée, extrême dans nos vies. Que la famille et les liens fraternels, les liens de filiation sont à la fois des choses qui peuvent être les plus grands abris possibles, qui nous protègent. Ça peut être aussi les lieux les plus dangereux qui soient. C'est les lieux de la construction et aussi de la destruction, donc ils sont par nature vraiment intéressants. Et disons que dans un cadre classique, il y a cette espèce de, il y a toujours cette espèce de paradoxe, c'est-à-dire que sous le toit de la maison familiale, on vit ensemble et on s'aime globalement, sans justification. Parce qu'on est là, parce qu'on nous a dit c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton père, c'est ta mère, et qu'on prend les soins les uns des autres et qu'on est là les uns pour les autres sans justification. Euh, Quand bien même on est, par nos caractères, nos goûts, nos idées politiques, etc., extrêmement différents. C'est-à-dire qu'on vit avec des gens à qui on ne parlerait pas si on les croisait dans la rue, peut-être. À qui, si on les croisait dans une soirée, on se dirait, c'est quoi ce bouffon, et jamais on parlerait plus de 3 minutes avec eux. Et non seulement on les vit, mais on les aime à vie. Euh, et quand ça arrive, on se sépare, c'est une cicatrice indélébile. C'est pas les gens qui ont rompu avec leur père, leur mère, leur frère, leur sœur, ils vivent pas bien avec, en vrai. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est difficile à définir, mais qui est, on devrait avoir gardé le lien et on l'a plus. Et moi, je suis toujours passionné de voir des gens qui ont eu des vies extrêmement remplies, qui sont arrivés à un âge avancé et qui ressassent des chagrins, des incompréhensions, des doutes sur des choses qui se sont passées pendant l'enfance par rapport à leur père, à leur mère, à leurs frères, à leurs sœurs, et ouais, que ça fonde vraiment très profondément. Euh, voilà. Et donc, évidemment, la nature même de ces liens est très mystérieuse, riche et commune. Elle nous est commune à tous, quoi. Et donc, je trouve que c'est un terrain de travail passionnant.
Alors vous dites oui, ces liens-là sont mystérieux. Leïla, elle a un journal dans lequel elle écrit «Les familles sont pleines de mystères». Et cette réalité, donc, on la retrouve évidemment dans Les Roches Rouges. Là encore, on va parler de l'âge des héros parce qu'il n'est pas anodin. Selon vous, est-ce celui où on commence aussi à détricoter l'histoire familiale pour mieux s'en détacher et pour mieux la comprendre afin aussi de débuter sa propre vie? Oui, oui, bah, c'est aussi pour ça que c'est toujours des âges passionnants littérairement. C'est qu'il arrive un moment, il y a tout un moment de l'enfance qui est un moment inconditionnel, où on est, les parents prennent soin de nous et ils nous semblent globalement forts, puissants, sans faille. Et puis, il y a ce moment de l'adolescence enfin, qui se prolonge d'ailleurs assez longuement, qui nous dessille, parce qu'au ce moment où on prend sa propre autonomie et on autonomise son regard, et où on commence aussi à sortir de soi, quoi, où on commence à se déségocentriser, si ça ne se dit pas, mais on va l'inventer, en regardant l'autre pour ce qu'il est, et où on prend conscience de choses qui ne nous ont jamais intéressés avant en tant qu'enfants, qui sont précisément euh, les failles, les non-dits, l'imperfection de nos propres parents, de ceux avec qui on a grandi. Et, et cette manière et en même temps, souvent, ça n'atteint pas la charge d'affection et de lien qui a été construite. Euh, c'est une manière de- d'ouvrir les yeux peu à peu, quoi. Et sur les autres et sur soi. Mais en fait, le cercle familial, ce sont nos premières expérimentations de décryptage de l'autre, en fait, qui se fait peu à peu. D'abord inconditionnel, puis parfois on rejette, ou parfois on affine sa perception. C'est une bonne école de l'apprentissage de l'autre. Et Antoine, à ce moment-là, on sent que quand on sort de l'adolescence, ou même pendant l'adolescence, on peut avoir une vision un peu plus négative de ses parents. Mais lui, justement, il est à un moment de l'intrigue, on sent qu'il change le regard qu'il pose sur son père. C'est au moment où son père affronte Alex devant la maison et finalement le met symboliquement à terre, cet Alex dangereux, donc le mari de Leïla. Et Antoine, il dit, je me sens tellement impuissant, putain, ce que vient de faire mon père, j'en aurais été incapable. Et c'est aussi cet âge où on s'aperçoit, oui, des fêlures, mais aussi des forces que peuvent posséder nos parents. Oui, et puis Antoine, on sent qu'il va rester longtemps, même si l'histoire là, va le faire grandir à grande vitesse, mais on sent que s'il n'avait pas vécu l'histoire qu'il va vivre, il serait resté longtemps un éternel adolescent. Et c'est aussi un truc générationnel, quoi, je crois. C'est-à-dire que euh, moi, déjà, dans ma génération, j'ai 45 ans, euh, la plupart de mes amis de mon âge, c'est pas vraiment encore des adultes, quoi. Enfin, je veux dire, pas au sens où il était mon père au même âge, quoi, vous voyez. Et c'est pas parce que c'était la vision que j'avais de lui quand j'étais. C'est un espèce de truc générationnel, quoi. Et là, Antoine, il le dit au début, ses parents sont plus âgés qu'ils ne devraient l'être, ils l'ont eu tard, etc. Euh, il est face à un modèle d'homme à l'ancienne, quoi, avec son père. Il trouve qu'il ressemble à Clint Eastwood, quoi. C'est-à-dire un mec plutôt taiseux, qui ne la ramène pas, et qui a une espèce de sens des responsabilités et de la droiture exacerbée. Euh, et pour un mec aussi torturé, tortueux et pas fiable et fébrile qu'Antoine, ça lui paraît dingue, quoi. Ça lui paraît dingue voilà, cette figure de l'homme fait, droit dans ses bottes, qui ne se laisse pas impressionner. Donc, aussi bien dans La tête sous l'eau que dans Les Roches Rouges, on peut mesurer le pouvoir que possède l'écriture. Dans La tête sous l'eau, Léa écrit beaucoup de mails. Et dans Les Roches Rouges, Leïla, elle remplit de manière assez fébrile un carnet
que lui a offert Antoine d'ailleurs. Quels sont les bienfaits de l'écriture pour vos personnages? Bah, Léa, précisément, c'est vraiment de s'approprier sa propre vie et son propre trajet. Euh, Au début, quand Antoine lui offre un carnet, elle dit mais tu m'as regardé, pour qui tu me prends quoi. Qu'est-ce que je fasse d'un carnet? Et puis elle se souvient d'un truc qu'un prof lui a dit, c'est que pour savoir, enfin, quand on pense qu'on n'a rien à écrire, on se trompe parce que pour savoir ce qu'on a écrit, il faut écrire. Pour écrire, il faut d'abord écrire. Pour savoir ce qu'on pense, il faut déjà penser et le formuler à l'écrit. Et d'une certaine manière, elle part du principe qu'elle n'a rien à raconter, parce que c'est ce qu'on lui a mis dans la tête. Elle a une vie anonyme avec un mec qui la rabaisse, etc. Et en commençant à mettre ses sentiments et ses ressentis sur le papier, oui, c'est le premier pas. Même si les événements vont précipiter ça, mais c'est le premier pas pour se reprendre en main, pour prendre vraiment possession d'elle-même, parce qu'elle a été volée. Quand un adulte vous emmène avec vous dans sa vie et que vous avez 14 ans, on vous a volé la vie, on vous a volé votre vie globalement. Et voilà, elle se réapproprie elle-même. Et dans La tête sous l'eau, c'est un peu la même chose. C'est quelqu'un qui a été projeté hors du monde par un événement dramatique, et écrire lui permet de se réapproprier sa propre vie et de se retrouver, ouais, de retrouver son unicité, sa singularité, son regard, sa liberté de penser, sa liberté d'être individuel. Et de votre point de vue, d'un point de vue narratif, quelle possibilité cela ouvre-t-il de finalement alterner des moments où on est dans la tête du narrateur et ces moments où on suit l'écriture d'un des personnages? Bon, de toute façon, on est dans la tête du narrateur dans les deux cas, parce que Antoine, on est dans sa voix intérieure. Il commente dans sa tête, et c'est ce qu'on lit, quoi. Enfin, même si après, à la fin du livre, on verra que c'est pas ça, mais bon, ça je peux en parler. Et Leïla, elle a l'écrit, non, mais principalement, ça me permet de travailler sur deux registres d'écriture, et de composer mon livre avec comment dire, une alternance rythmique, euh, qui me permet de travailler comme je le veux, des temps plus posés et un tout petit peu plus réflexifs dans les carnets de Leïla, puisque forcément elle revient sur son passé, elle essaie d'analyser ses sentiments, d'analyser ce que ça veut dire cette fuite pour Gabi, parce qu'elle est loin de son père, même si son père est une ordure. Enfin, il y a une matière plus réflexive, euh, et d'alterner avec l'action pure, qui est portée par Antoine, qui lui a vraiment le nez contre le vide de l'action, qui d'abord voilà, doit trouver une solution pour arrêter Leïla, puis prendre le volant, puis trouver comment gagner sa vie et faire subvenir aux besoins de Leïla et du gamin, puis affronter sa sœur, puis surveiller ses arrières parce qu'il se doute bien que le mari de Leïla est à leur trousse, puis agir quand il le faudra, s'il le faut. Donc voilà, moi j'aime bien je n'aime pas les livres en tant que lecteur et encore moins en tant qu'auteur, totalement, qui vont tout droit, quoi. Voilà. J'aime bien qu'il y ait un peu de promenade, qu'il y ait des changements de rythme. Je les compose comme des pièces musicales avec des moments plus lents, des moments plus rapides, des moments où ça s'emballe, des moments où on refait une pause, avec voilà, des sinuosités. J'aime bien mêler. Puis ça me permet aussi de mêler plusieurs registres d'écriture aussi. Euh, Malgré tout, Leïla, elle est absorbée par la forme même de l'écrit quand elle écrit ses carnets. Il y a quelque chose de plus soigné, même si elle parle son langage et qu'il y a une forme d'oralité dans son emploi des mots, mais quand même, tandis que Antoine, lui, voilà, il parle comme on parle à haute voix, quoi, avec une dimension très physique, ce qui est celle de la voix, qui est celle de la scansion, qui est celle du débit qui s'accélère quand on est énervé, qui ralentit quand on est plus calme. Donc c'est à la fois en termes de rythme et de composition, et en termes d'écriture, des, des terrains de jeu, quoi, hein, et d'expérimentation et d'expression qui permettent de varier les angles, quoi.
Alors, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais je trouverais chouette de vous voir revenir là-dessus. Antoine et Leïla vont donc, pris par un instinct de survie, fuir, donc partir en cavale vers le sud de la France dans une station balnéaire. Et il s'avère que c'est la première fois que Leïla voit la mer. Et elle s'aperçoit qu'elle ne connaissait pas la mer jusque-là, mais la mer lui avait quand même manqué. En quoi la mer, donc qui fonctionne ici comme un aimant pour votre personnage, est-elle une ressource pour vous? Bah, ça, c'est très, ça fait vraiment partie de mon paysage mental obligatoire, quoi. Enfin, c'est vraiment de manière très, très prosaïque. Pour quelqu'un comme Leïla qui a grandi dans le béton et qui n'en est jamais sorti, euh, la mer offre tout simplement déjà un horizon qui n'est pas que métaphorique, quoi. Enfin, c'est d'abord un horizon métaphorique, mais c'est d'un coup la possibilité de voir s'ouvrir le monde, quoi, de prendre le large et de voir s'agrandir un horizon qu'elle a toujours pensé comme réduit. Et puis, c'est aussi la possibilité de s'offrir aux soins qu'offre la nature et les éléments. Alors, le chagrin ne se soigne pas à l'eau de mer, ok, les plaies ne se lavent pas à l'eau de mer, mais il y a, voilà, il y a il y a une manière de se reconnecter au monde physique, au monde cosmique, et de se reconnecter à soi aussi. Et puis après, bon, c'est aussi si vous voulez, la manière dont naissent les livres pour moi. C'est-à-dire que euh, même si le plus gros de l'année, depuis quelques années, je vis à nouveau à Paris, l'écriture, elle est totalement liée à la mer et bon, aux trois quarts, aux 4/5 à la Bretagne et à la région de Saint-Malo où je réside très régulièrement et où je vais travailler beaucoup. Et à cet endroit du sud de la France où j'ai la chance de pouvoir aussi par moment résider hors saison. Et c'est là que naissent les livres, tout simplement. C'est-à-dire que bon, moi je vis à Paris et j'y trouve certains agréments, mais en termes d'écriture, rien ne me vient ici. C'est vraiment, ça ne me, aucun livre ne naît de Paris. Il peut arriver que quelques pages dans mes livres, comme dans l'article de badminton, travaillent la géographie qui est la mienne, hein, celle de Montmartre où je vis, euh, mais euh, ce n'est pas là que ça naît. Même très prosaïquement, comme tous mes derniers livres, ce livre-là, je l'ai commencé à Saint-Lunaire, à la table de la Paillote, sur la plage, face à la mer, quoi. Vraiment, c'est une. Et quand j'ai un. Et je ne saurais pas dire pourquoi, hein, mais tout de suite, je suis dans mon élément, quoi, tout simplement. Et je suis dans le paysage, dans un paysage réel qui épouse totalement un paysage mental qui est celui de l'écriture pour moi. C'est-à-dire que ça se confond. Et c'est vrai que ça fait maintenant très 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 longtemps, mais vraiment très très longtemps, que je n'ai pas commencé un livre, fini un livre et travaillé ces moments de bascule, ces moments difficiles ailleurs que dans ces paysages-là. Mon premier livre, Je ne t'en fais pas, oui, a été écrit pris dans une vie parisienne, une banlieue parisienne, etc. Mais comme très vite, après la publication, je suis allé vivre en Bretagne. Euh, enfin, tous mes livres se sont écrits face à la mer, quoi, disons. Voilà. Et aujourd'hui, ils ne s'écrivent plus à temps complet face à la mer, mais tous les moments charnières, voilà, ils naissent, ils naissent en Bretagne ou dans le sud. D'ailleurs, dès que voilà, je train et je vais m'isoler et retravailler. Euh, et ça se débloque tout. C'est miraculeux, quoi. Une question sur vos lectures, Olivier Adam. Si toutefois vous pouviez nous confier les livres qui facilitent le métier de vivre. Oh, c'est difficile parce que moi, je suis un très grand lecteur. J'ai toujours un roman en cours. Euh, j'ai toujours du mal avec les questions de livres cultes parce que j'enchaîne beaucoup de livres. Mais ce qui est sûr, c'est que les, bon, à l'origine vraiment de ma passion pour la littérature et de
mon écriture, quoi. Il y a une géographie littéraire qui est comme très américaine euh, autour de mon suivi, entre guillemets, qui m'ont inspiré. Je lis aussi beaucoup de littérature japonaise. Et puis, il y a des auteurs français qui ont été absolument déterminants. Je pense à Jean-Paul Dubois, à Annie Ernaux, à Patrick Modiano, qui sont des auteurs qui ont été déterminants. Mais d'une manière générale, moi, je ne conçois pas de toute façon la vie sans lire, quoi. C'est la bonne littérature aide au métier de vivre de toute façon. Elle est précisément là pour ça. Merci beaucoup. Donc, Les Roches Rouges vient de paraître en librairie. C'est un très beau roman qu'on vous invite bien évidemment à lire. La tête sous l'eau vient de sortir en poche également. Et ça a été une découverte très forte et puissante. Merci beaucoup, Olivier Adam, pour cette rencontre virtuelle. Merci. Bonne soirée. Et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.